tous, ravi d'être avec vous ce matin pour un point d'avancement, la réunion de la communauté d'action où millions de Français, chacun de mieux manger en France. À peu près 500 000 personnes nous ont répondu. Déterminer un certain nombre de priorités citoyennes qu'on a moins de fois partagées ensemble. On avait été très marqué par l'émergence très très forte des circuits courts sous toutes leurs formes, la lutte contre trop d'emballage, la lutte contre le gaspillage, les habitudes alimentaires et notamment les fruits et légumes de saison, et puis aussi toute une logique de contrôle et de transparence sur l'alimentation. Ce qui était vraiment très intéressant, c'est qu'on était il y a 2 ans et que depuis, il s'est passé beaucoup d'événements, et notamment chez Mekong, nous avons fait d'autres consultations. Et on a retrouvé les faits saillants de la consultation sur l'alimentation dans une consultation sur l'environnement, avec énormément de choses sur les emballages, sur la transparence, énormément de choses sur évidemment les circuits courts et l'économie plus localisée, la transition agroécologique. On a retrouvé les mêmes éléments dans une consultation qu'on a faite sur le monde d'après pendant le premier confinement, et même dans une récente consultation qu'on a faite sur la mode responsable, on a retrouvé les mêmes éléments. C'est un petit peu comme si finalement le rapport des Français avec l'alimentation était le prisme, peut-être même en avance du rapport des Français avec la société en général. Et c'est ça qui rend notre réunion d'aujourd'hui aussi importante en ces temps un peu particuliers où on vient de vivre une crise, où on vit une crise et on vivra une crise économique forte dans les années qui viennent. Et c'est pour ça qu'il faut regarder ce qu'on fait au-delà même du sujet de l'alimentation. Alors cette crise, justement, elle a aussi créé des nouveaux enjeux. Elle a créé un enjeu qui n'existait pas quand on s'est vu il y a 2 ans, celui de la nécessité de la souveraineté, qui a repris énormément de nécessité, je dirais, parce que on a réalisé que ce n'était pas un acquis et que nourrir 70 millions de Français, c'était quelque chose qui est un enjeu à part entière. Et puis, elle a aussi créé un enjeu une prise de mesure de l'essentialité de la nourriture qui, là aussi, dans nos pays, était considérée comme quelque chose d'acquis. La crise a également renforcé l'enjeu de la précarité de certains qui étaient déjà en situation de précarité et puis de nouvelles personnes qui rentrent en précarité. Et puis, enfin, et j'aimerais vraiment finir là-dessus, sur l'effet de cette crise, on ne peut pas nier non plus que dans ces cas, dans ces périodes de privation, dans ces périodes de contraintes, l'alimentation a aussi été un refuge pour beaucoup de familles, comme finalement un moment de partage, un moment de réjouissance qui pouvait permettre de compenser pas mal de choses. Donc finalement, un enjeu de l'alimentation qui se remis au centre du jeu, au-delà d'être le prisme. Alors, justement, face à cette nouvelle lecture, comment permettre à chacun de mieux manger? Alors, bien sûr, une des réponses, c'est celle que peuvent nous donner les pouvoirs publics, le législateur, et je laisserai le ministre de l'Agriculture nous en parler un peu plus tard. Maintenant, aujourd'hui, on est là pour regarder ce qu'on peut faire, nous, société civile. Alors, la société civile, elle a vraiment, je dirais, assuré pendant la crise. Il y a eu des périodes très difficiles, justement à cause de la difficulté économique, mais également par rapport à l'enjeu au niveau de la production, de
que ce soit au niveau des associations sur le terrain. On ne compte plus les exploits que vous avez tous réussi à faire pour certains être encore là dans des situations très difficiles et puis pour d'autres avoir réussi à maintenir un niveau de performance opérationnelle dans cette phase de crise qui était absolument impensable. Donc bravo, je pense que ce moment de tous ensemble doit nous permettre aussi de mesurer ce que vous avez tous réussi à faire dans cette période-là. Mais aujourd'hui, je vous propose un petit pas de côté, ou plutôt d'enjamber un petit peu cette crise et de se dire, voilà, cette opération, elle est née avant la crise, elle perdurera après la crise. Qu'est-ce qu'on est capable maintenant de faire sur l'enjeu de l'alimentation en France? Alors, comme vous le savez, tout a commencé il y a 2 ans avec une coalition gigantesque qui s'est élargie. Je ne me lasse pas de citer et de remercier les partenaires fondateurs parce que en ce moment, c'est difficile pour toutes les entreprises, notamment pour incertitude, et que leur présence et voire au-delà de ça, leur fidélité est vraiment clé parce que sans eux, finalement, cette collaboration qu'on propose n'est pas possible. Le groupe Système U, qui a vraiment été le premier à monter à bord, le groupe Danone, Bonduelle, Fleury Michon, Kea, Partenaire Éco-Conseil, Areco et enfin le CIAL, qui pourtant a vécu des périodes très, très, très difficiles cette année, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, nous accueillons aussi les partenaires actions, c'est-à-dire que les actions qu'on va voir sont toutes portées par des acteurs qui étaient là au début ou pas là au début, mais qui sont devenus essentiels puisqu'ils ils sont maintenant ceux qui vont héberger et porter les actions dont on va vous parler dans quelques minutes, les partenaires médias, l'INRAE et enfin tous les experts. Il y en a beaucoup plus qu'au début. Au total, on est quasiment une centaine d'organisations. Et c'est avec eux qu'on a lancé il y a 2 ans ce programme. Comment ça se passe, ce programme? Vous le savez tous, je le répète en 2 mots. On a commencé par une gigantesque consultation, qui est celle que je vous ai racontée tout à l'heure, où plusieurs millions de personnes ont répondu à la question comment permettre à chacun de mieux manger en France. La deuxième phase a été de faire collaborer tous les acteurs autour de la table pour, sur les consensus, trouver des actions. Et ça, c'est ce qu'on a fait et restitué au Salon de l'agriculture l'année dernière. Donc, ce plan d'action qui est celui dont on va faire le point aujourd'hui. Et puis, depuis l'année dernière, on est dans une mise en action sur ces différentes actions. On travaille avec les différents acteurs de façon à avoir en 2022 des résultats concrets, tangibles et qui correspondront vraiment à notre ambition commune, c'est-à-dire agir et changer la donne au niveau national par la société civile. Alors, on habite novembre 2022, normalement, on était censé s'arrêter un peu plus tôt, on va aller plus loin pour essayer de rattraper finalement cette phase particulière des confinements sur lequel tout était plus difficile pour tout le monde et notamment pour nous. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de faire un tour de quelques partenaires très engagés sur la grande cause, sur le pourquoi de leur engagement et sur la manière dont ils voient la situation aujourd'hui. Puis, nous rentrerons dans le détail des actions, du plan d'action, pour vous dire extrêmement précisément ce que sont les actions, où on en est, ce qui va arriver, ce que vous pouvez faire. Ça va devenir très opérationnel et je pense beaucoup plus passionnant que mon petit discours d'introduction. Et pour commencer, je suis ravi d'accueillir Véronique Ferjou-Gaven, qui est la directrice des affaires institutionnelles de Danone France et qui va nous donner un premier point sur Véronique, c'est à toi. Bonjour Axel, bonjour à tous.
Merci beaucoup de nous donner la parole ce matin. Chez Danone, vous le savez, nous croyons beaucoup dans l'intelligence collective et dans la création de synergie, pour mener la révolution de l'alimentation. Nous sommes vraiment ravis de faire partie de cette initiative dont nous sommes membres partenaires fondateurs depuis mars 2019. Depuis un an, Axel, tu l'as rappelé, on a vraiment eu une prise de conscience majeure avec cette crise Covid de deux éléments clés qui sont l'essentialité de l'alimentation, mais également, et on l'a vu, et on ne peut que s'en féliciter, de l'immense solidarité qui est apparue entre tous les acteurs, les agriculteurs, les distributeurs, les institutionnels, les associations et l'engagement aussi des citoyens pour assurer en fait au maximum qu'il y ait une alimentation pour tous. C'était l'un des piliers, un des grands piliers des 5 axes d'action. Le premier pilier, le pilier sociétal, sur lequel on a tous été très sollicités au cours de l'année dernière. Et donc, à cet égard, on a été très impliqués, évidemment, dans le maintien de la chaîne alimentaire, dans le maintien de la collecte. Et nous, chez Danone, on a contribué par le fait de donner plus de 4 millions de produits, donc que ce soit des bouteilles d'eau minérale, évidemment, Evian et Volvic, mais aussi des produits laitiers ou d'origine végétale, Danone, lait de vache, Alpro, mais beaucoup également de produits d'alimentation infantile pour aider les plus démunis, et également de la nutrition médicale dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Donc c'est vrai que ça a été une année pendant laquelle je crois qu'il y a une prise de conscience majeure, comme tu disais, sur l'essentialité de l'alimentation et la nécessaire solidarité des acteurs. Le deuxième point auquel tu faisais référence, celui de la souveraineté alimentaire, c'est également quelque chose évidemment dont tout le monde parle désormais et qui est absolument fondamental. Souveraineté alimentaire, évidemment, pour nous, ça ne veut certainement pas dire autarcie française, mais bien au contraire, une vraie souveraineté qui se construit avec nos partenaires européens. Et à cet égard, Emmanuel Faber a porté au mois de mai l'année dernière un call to action en faveur d'une politique alimentaire commune et non pas seulement d'une politique agricole commune. Et ce changement de sémantique, en fait, incarne bien, je crois, tout ce dont tu as parlé en introduction. Au niveau français, François Hérault, qui est le directeur général de Danone en France, a appelé à la création d'un pacte de l'alimentation durable qui doit répondre à une triple performance et qui reprennent finalement des axes qui font écho aux axes qui sont portés dans cette belle cause. Donc, le premier axe, c'est l'axe humain. Donc, c'est performance humaine parce qu'il faut impérativement que les agriculteurs puissent mieux vivre de leur métier et que tous les acteurs d'ailleurs de la chaîne puissent mieux vivre de leur métier, mais principalement les agriculteurs qui sont quand même aujourd'hui les plus fragiles. La deuxième performance, c'est une performance environnementale qui passe donc par une production dans nos territoires et qui correspondent à des standards de qualité et des standards environnementaux élevés. Et enfin, la troisième performance que l'on considère essentielle chez Danone, c'est la performance économique, évidemment, puisque l'accélération de la transition dans laquelle nous sommes, la construction d'une économie circulaire, on parle beaucoup des axes plastiques et de la création du vrac, par exemple, la promotion et de l'évolution de la vente en vrac, ce sont des choses évidemment qui ont un coût pour pouvoir passer à l'échelle. Donc pour nous, c'est très important que les agriculteurs, tous les acteurs de la chaîne, mais aussi les citoyens, finalement soient rémunérés à la hauteur de leur implication. On le sait, en France, le prix de l'alimentation n'est pas, enfin, le prix des produits, n'est pas certainement pas à la lumière de sa valeur réelle. Et on sait aussi que c'est une question, une prise de conscience des citoyens sur le fait qu'ils ne paient pas forcément le prix juste pour leur alimentation. Enfin, juste pour conclure, peut-être vous dire que chez Danone, nous nous sommes fixés une ambition d'ici à 2025 que 100% des produits que nous cultivons en France soient issus de l'agriculture régénératrice. Et à cet égard, je voulais juste vous donner quelques chiffres qui illustrent que ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'emmener l'ensemble de nos partenaires dans cette transition de manière très concrète et d'agir vraiment sur le terrain. On a plus de 85% de nos agriculteurs partenaires aujourd'hui qui sont engagés dans des projets de transition. Donc, c'est environ 1700 agriculteurs qui sont engagés très concrètement. On a plus de
de 140 agriculteurs qui sont soutenus via la plateforme Mimosa, qui permet à des initiatives extraordinaires de voir le jour partout sur le territoire. Et puis, on a environ 50 projets pilotes qui sont très avancés, avec lesquels on travaille évidemment avec beaucoup d'instituts techniques et qui concernent la question de l'autonomie protéique, fondamentale dans cette recherche de souveraineté alimentaire, mais également la réduction des produits phytosanitaires. Et enfin, un point important, le suivi des coûts de production, puisque chez nous, chez Danone, nous croyons beaucoup au fait que l'un des sujets, c'est l'amélioration du revenu des agriculteurs et non pas seulement une augmentation du prix des matières premières. Voilà, je pourrais y revenir éventuellement plus tard. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné la parole ce matin pour donner quelques illustrations des contributions que nous avons au plan d'action de cette grande cause dans laquelle il faut continuer à investir beaucoup d'énergie pour avancer. Merci beaucoup Véronique. Effectivement, tu as parlé du prix. C'était une des grands apprentissages de cette consultation initiale, c'est que le prix n'est pas ressorti fondamentalement comme un sujet majeur. Ça veut dire que les gens étaient vraiment tous prêts à payer plus cher pour de la qualité, mais ça veut dire que tous les gens comprenaient que la qualité avait un coût. Et c'est ça aussi qu'on est en train de réaliser. Donc, c'est un très bon point et ça nous permet de passer à notre deuxième témoignage. Alors, je suis ravi d'accueillir Jean-Noël Darniche, qui est le directeur général de Bonduelle Long Life France. Bonduelle aussi partenaire depuis le départ et très engagé sur le sujet. Jean-Noël, je te laisse la parole avec Jean. Bonjour Axel, merci de me laisser quelques minutes. Donc moi je suis Jean-Noël Darniche, je m'occupe chez Bonduelle des activités, ce qu'on appelle Long Life, ce sont nos activités conserve surgelée de longue durée. Voilà. Et donc je suis ravi d'être là au nom du groupe d'abord, qui est partenaire depuis le début, partenaire fondateur de cette grande cause, pour une raison assez évidente, c'est qu'elle s'inscrit complètement dans la mission du groupe Bonduelle, qui est une entreprise à impact positif depuis très longtemps. C'est une entreprise qui est là depuis 160 ans, mais qui veut continuer de l'être et qui veut avoir un impact encore plus fort dans les années qui viennent, autour de notre mission sur le végétal. Vous savez, nous, évidemment, notre monde, c'est le légume, la salade, le végétal. Et ce que l'on veut, c'est inspirer les Français de toutes les parties prenantes dans leur transition alimentaire vers le végétal, mais avec une transition positive pour leur bien-être, celui des consommateurs, mais aussi, autant qu'on peut, pour celui de la planète. Donc, c'est un vaste programme. Et parce que c'est un vaste programme, justement, on ne peut pas le réaliser tout seul. Et c'est pour ça que cette initiative est vraiment importante parce qu'elle réunit, vous montriez tout à l'heure, Axel, toutes les parties prenantes qui sont là aujourd'hui. Et c'est né qu'en travaillant ensemble, distributeurs, industriels, associations et beaucoup d'autres, qu'on pourra vraiment avoir un impact collectif. C'est là aussi où peut-être on travaille différemment aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être quelques années, on travaillait un petit peu entreprise par entreprise. Et maintenant, on est tous conscients que c'est uniquement un travail collectif qui peut nous faire progresser. Alors nous, chez Bonduelle, il y a 3 domaines très forts dans lesquels on veut vraiment s'engager. Tous les domaines, évidemment, du programme Make.org ont de leur valeur. Il y en a 3 dans lesquels on veut vraiment s'engager. Le premier, c'est le lien avec l'agriculture et les agriculteurs. Vous parliez, tout à l'heure, on parlait de souveraineté alimentaire. Mais évidemment, c'est quelque chose qui est clé. On a en France des filières exceptionnelles, de grande qualité et qui ne sont pas valorisées à leur juste valeur aujourd'hui. Il y a le point du prix, on vient de citer. Il y a le point de toute la qualité du travail qui est fourni par les agriculteurs. Et donc, tout ce qui va nous permettre de réunir les parties prenantes et le grand public et de créer des liens avec les agriculteurs, peut-être à travers ces journées d'agriculture, apportera de la valeur. Et nous, chez Bonduelle, ce qu'on a voulu faire dès 2020, et on continue en 2021, c'est de lancer des programmes de revalorisation de filières pour aider justement nos partenaires agriculteurs à développer, à augmenter leur revenu d'une part, mais aussi les aider à financer la transition vers l'agroécologie, à laquelle nous croyons beaucoup. Et on a plus de 1000 agriculteurs qui sont déjà engagés dans cette voie en Nord-Picardie, et on va l'étendre dans d'autres régions, dans le sud-ouest en particulier, cette année. Donc le lien avec l'agriculture est vraiment clé, et tout ce qui peut permettre de le développer et d'engager toutes les parties prenantes nous semble être une priorité. Une deuxième priorité pour nous, c'est évidemment cette partie de transformation
il y a une initiative, parmi les différentes initiatives, qui est le collectif Moins de plastique. Ben, nous, on a une responsabilité, hein, parce qu'on transforme les produits, on les rend accessibles, ça a beaucoup de valeur, on les rend accessibles financièrement, mais aussi avec une praticité. On l'a vu dans la crise, beaucoup de consommateurs sont revenus vers des gammes, des légumes très accessibles et ils ont vu cette valeur. Mais bien sûr, se pose cette question de l'empreinte carbone et puis de la recyclabilité de tous les emballages. On produit beaucoup d'efforts chez Bonduelle, comme chez beaucoup d'autres, depuis longtemps, mais on n'est pas allé assez loin. Et donc, on doit s'engager dans cette cause pour évidemment essayer et atteindre, c'est l'objectif qu'on s'est donné chez Bonduelle à l'horizon 2025, d'avoir tous nos emballages qui soient recyclables. Et donc, toutes les initiatives qui peuvent y participer vont dans la bonne direction. Donc, ça, c'est le deuxième domaine dans lequel on veut vraiment s'engager. Et puis, il y en a un troisième, et c'est peut-être le plus important au fond, c'est celui de l'éducation. L'éducation à l'alimentation, l'éducation à une alimentation saine et responsable, en particulier pour les plus jeunes générations. Et il y a plusieurs programmes qui sont développés comme l'initiative J'apprends à goûter. Et nous voulons nous engager dans tout ce qui nous permettra justement de porter cette éducation, cette inspiration, parce qu'on est persuadé que c'est uniquement avec les bons messages passés aux bonnes générations, les bonnes habitudes prises très tôt, qu'on arrivera vraiment à avoir un impact dans la durée. Donc, toutes ces initiatives-là aussi seront des priorités pour nous. Vous voyez, il y a un vaste programme. Sincèrement, nos équipes chez Bonduelle, les équipes France, moi dont j'ai la responsabilité, sont ravis et engagés, ont juste envie de passer à l'action, même si la période Covid rend tout ça un peu difficile. Mais on peut quand même engager dès cette année et pour atteindre les objectifs à l'horizon 2022 qu'on s'est donné collectivement, engager ces actions dès cette année pour avancer vite. Donc voilà ce que l'on veut faire aujourd'hui. On est ravis d'être avec vous pour lancer ces actions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Noël. Effectivement, on sent très très bien l'engagement des équipes Bonduelle. Donc merci. C'est vraiment un porteur de tout ce qu'on essaye de faire. Alors maintenant, j'accueille avec joie Michel Tschwind, le président du groupe Arfitech Areco, et qui est vraiment une nouvelle rencontre pour nous et une très belle rencontre depuis le début de cette cause et qui est aussi très très mobilisé avec nous. Michel, ravi de t'accueillir. Je te laisse la parole. Merci beaucoup et très heureux de... Je n'ai pas de retour sur la caméra, ça marche? Ça marche très bien. D'accord, ok, parfait, parce que je ne me vois pas. Donc, nous, bonjour à tous et merci de nous accueillir. On est un peu le petit poussé du groupe. On est une PME que j'ai créée en 1998 et qui aujourd'hui comprend environ 135 salariés et un peu moins de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au départ, on s'est développé fortement sur des produits technologiques. On est très connu aujourd'hui dans le retail pour tout ce qui est humidification, conservation des produits frais. En gros, c'est le brouillard que vous voyez sur les rayons frais, en particulier chez Grand Frais, mais maintenant dans toute la distribution. On est présent dans 6000 magasins et de plus en plus à l'export avec une filiale aux États-Unis, en Australie. Enfin, voilà, c'est un sujet qui commence à se répandre. Et en fait, nous, le tournant dans notre développement, ça a été 2011 quand on s'est engagé dans une démarche RSE, ce qui était pour nous à l'époque un challenge parce qu'il y avait très peu de sociétés de notre taille qui s'étaient engagées dans cette démarche. Et en faisant ça, on a travaillé sur l'analyse de cycle de vie de nos produits. Et c'est là que l'on a compris qu'effectivement, de fabricants de technologies de conservation, en fait, on conservait des produits frais de bonne qualité et qu'on avait intérêt à élargir notre champ d'action vers justement le bien manger, la qualité et la sécurité des produits. Et donc aujourd'hui, on s'est engagé dans cette action MEC à notre échelle, un peu en tant que fournisseur de technologies qui sont capables de toucher aujourd'hui rapidement beaucoup de clients dans les magasins, parce qu'on est présent dans beaucoup de magasins, focalisé uniquement sur tout ce qui est vrac frais, on va dire, produits frais, mais aujourd'hui de plus en plus sur d'autres rayons, parce qu'on a été, suite à la pandémie, on a eu des demandes de plus en plus sur la partie sécurité sanitaire, et là-dessus, on a une activité effectivement de désinfection avec nos technologies qui permettent
permettrait de développer des solutions qui assureraient la sécurité sanitaire du vrac. Donc, c'est ces sujets-là que l'on est en train d'étudier avec MEC et avec des partenaires de MEC. Ce qui est très intéressant, c'est effectivement d'avoir cette visibilité sur un seul lieu de tout un tas d'acteurs qui peuvent être très utiles pour le développement, sachant que nous, à notre échelle, on n'est pas capable, comme Bonduelle ou Danone, d'arroser autant. Et donc aujourd'hui, les priorités que l'on a, nous, c'est vraiment la qualité des produits non emballés et leur sécurité sanitaire, avec un volet très tourné vers aussi la promotion de la consommation, c'est-à-dire que de produits frais, c'est-à-dire c'est communiquer grâce aux technologies que l'on est en train d'installer en pilote aujourd'hui dans certains magasins. On est capable de communiquer avec le consommateur, de lui expliquer pourquoi ces produits sont meilleurs, essayer d'encourager la consommation du frais. On a des tas d'idées là-dessus pour aussi financièrement essayer de faire des solutions qui permettraient d'encourager encore plus l'achat par le plus grand nombre de produits frais, parce qu'aujourd'hui, le but n'est pas de toucher forcément les catégories très aisées qui déjà consomment plutôt bien en général, mais c'est vraiment d'aller toucher la catégorie des gens qui ont le choix, c'est-à-dire qu'ils ont le choix d'acheter du McDo ou d'acheter du produit frais, c'est pas plus cher, mais ils le font pas parce que pour des tas de raisons, et donc on essaie de trouver des solutions techniques qui permettent et avec des partenaires effectivement, qui permettraient d'améliorer cette situation et d'encourager en fait une masse plus importante de gens à consommer du produit frais ou du vrac, enfin tout ce qui est produit non emballé, en s'intéressant vraiment à toute la chaîne, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que si on prend qu'un élément de la chaîne, on a des impacts indirects ou des externalités négatives qui surgissent à d'autres endroits. Donc on est très conscient qu'il faut qu'on travaille sur toute la chaîne et le consommateur est vraiment la clé du maillon, parce que c'est au travers de sa formation, de son éducation, j'aime pas trop ce mot, mais qu'on va faire changer les choses, je pense, plus vite que si on ne fait que du push. Je pense qu'il faut qu'aussi on communique avec le consommateur. Voilà, merci encore et j'espère qu'on va y arriver, mais on est confiant. Merci, merci beaucoup Michel. Tu disais petit pousset, moi je dirais pas ces mots-là, je dirais au contraire acteur engagé sur le sujet, et puis surtout avec un angle qui est très différent des autres. C'est ça que je trouvais très intéressant. Sur un métier différent et puis une approche très agile qui est, je trouve, très vivifiante par rapport à des coalitions. Donc, merci de ton implication. On dit des fois qu'on est catalyseur. Oui. On se voilà, c'est très bien, catalyseur, effectivement. Alors maintenant, j'accueille Mathieu Daudelagrave, qui est partenaire et Eco-Conseil. Il faut bien comprendre que Kea Partners et Eco-Conseil ont un rôle très particulier. Ils ont quasiment habité chez nous pendant quelques mois, voire quelques années, puisque ils ont contribué au travail de fond sur les actions. D'abord pour les concevoir à partir de toutes les idées qui sont sorties des ateliers, pour les cadrer, pour les mettre en expérimentation et puis maintenant pour les déployer. Donc, c'était absolument essentiel, sinon on n'aurait pas pu arriver là où on en est. Et Mathieu était personnellement très impliqué. Donc, Mathieu, je suis très ravi de t'accueillir et puis de te passer la parole. Merci beaucoup, Axel. Oui, c'est un vrai plaisir de travailler avec vous sur ce sujet-là. Peut-être pourquoi, en fait, on est monté dans cette aventure. Trois choses. Le premier, c'est que chez Kea, on est le premier cabinet de conseil est devenu entreprise à mission. Donc, agir sur des causes d'intérêt général fait partie de notre ADN. On avait d'ailleurs monté Eco-Conseil il y a 7 ans dans ce but-là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que l'alimentaire, je dirais, nous passionne. On intervient auprès d'un grand nombre d'acteurs à leur côté sur à la fois de l'assiette à la fourche, hein, si on prend cette analogie-là. Et puis, comme tu l'as exprimé tout à l'heure, Axel, on voit bien que l'alimentation a un impact fort, non seulement évidemment sur notre santé, sur notre vivre ensemble, etc. Donc,
il y a plein de choses passionnantes et on est en train de vivre une transition qui est à la fois challengeante et qui est aussi passionnante parce qu'il y a plein d'opportunités devant nous. Et puis la troisième raison, c'est que en fait, c'est notre envie d'agir, c'est notre envie d'avoir de l'impact. Voilà, dans notre raison d'être, on a cette envie d'entreprendre. Et notre rôle, il consiste à passer aux côtés des équipes de MEC et aux côtés des membres de cette coalition, à passer des 8000 initiatives et propositions d'action des citoyens d'il y a un peu plus de 2 ans. Comment on fait en sorte qu'il y ait des vraies actions qui puissent se mettre en place, des actions qui vont apporter quelque chose de différent par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc, qui sont à la fois soit des nouvelles choses, des créations. On pourrait c'est presque dans une logique de start-up, enfin, avec trouver le bon angle d'attaque, comment on fait en sorte de lancer des initiatives qui aujourd'hui n'existent pas. Mais il y a aussi l'objet, et on verra tout à l'heure, dans certains projets, il y a cette logique de catalyser, de donner plus d'impact et d'envergure à certains projets en connectant des initiatives, en amplifiant, on va dire, des magnifiques projets qui ont été lancés. Voilà. Et donc pour ça, c'est trouver, échanger, trouver les bons angles d'attaque, trouver les bons points d'application qui vont permettre d'avoir un vrai impact, on va dire, dès 2022 sur l'alimentation. Donc voilà, après sur toutes les causes, comme on est là depuis l'origine et qu'on a le plaisir de travailler avec les équipes de MEC qui ont, je trouve, cet enthousiasme qui fait du bien, d'autant plus en ce moment, et cette capacité de résilience hein, et de tenir bon, même dans les turbulences qu'on a pu vivre ces derniers mois. Donc, voilà, donc forcément, tous les projets nous passionnent et on a à cœur de faire en sorte de contribuer, je dirais modestement, à ce qu'il y ait des actions concrètes qui puissent voir le jour dans les prochains mois. Merci Mathieu. Écoute, moi je voudrais quand même te dire que ce qui était fabuleux dans travailler avec vous, c'était bien évidemment votre expertise sur le sujet, parce que vous êtes vraiment des vrais experts du sujet, au-delà d'être un cabinet de conseil. Mais ce qui était encore plus fabuleux, je dirais, c'est de partage de l'engagement par rapport à la cause qui est dans votre ADN, d'une part, et d'autre part, tu parlais d'enthousiasme. Voilà, je pense que l'enthousiasme, il était des deux côtés. Donc, merci beaucoup. Écoute. Alors, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est le plan d'action, dont on va regarder les composantes précisément une à une. Je vais juste faire un rapide… je vais brosser juste une sorte de survol pour comprendre comment il est structuré. Le plan d'action, il se structure autour de ces actions, c'est-à-dire d'abord structuré par élément de la chaîne de valeur. Donc, une action sur la problématique de la production avec la plateforme de vente locale, une action sur la problématique de la transformation avec le collectif Moins de plastique, une action très centrée sur la distribution avec Vrac Facile et 2 actions qui ont pour but de changer le mode de consommation avec Cultive ton appétit et Chef de saison. Au-delà de ces 5 actions, il y a 3 actions qui sont beaucoup plus transversales. C'est-à-dire que leur vocation n'est pas de s'adresser à une catégorie en dessous, mais vraiment de nourrir une dynamique de filière. Il y en a 2 qui permettent de mieux reconnecter le pays avec son agriculture, et il s'agit des Journées nationales de l'agriculture et des missions jeunesse agricole. Et une qui est de reconnecter l'agriculture avec les plus démunis, qui s'appelle Agridon. Voilà, alors on va maintenant rentrer dans le détail et je suis très heureux de passer la parole à André de Rossian chez Make.org Foundation, qui est celui qui porte le plan d'action chez nous. On a l'impression qu'il est dans une église, pas du tout, il est dans une salle de réunion. André, depuis 2 ans, est nuit et jour sur ce projet. Vous le connaissez donc a priori tous, ce qui est une bonne chose. Et il va nous expliquer plus précisément avec les différents porteurs le contenu, les points d'avancement et les étapes suivantes de chaque action. André, je te laisse la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Axel pour cette introduction très élogieuse. Ravi donc de vous retrouver aujourd'hui. Je suis donc en charge de la mise en œuvre opérationnelle des 8 actions qu'Axel a présentées de ce plan d'action. Et c'est donc moi qui suis le point de contact privilégié pour vous engager à nos côtés et aux côtés de ces actions. Sans plus attendre, je vais vous présenter l'avancée globale des différentes actions de ce plan d'action. Alors, comme vous pouvez le voir ici, chacune de ces actions est à un niveau de maturité variable selon 3 niveaux. Et ainsi, les besoins et les niveaux d'implication recherchés sont donc différents. Je vais commencer par la droite, donc par les actions qui sont le plus avancées. On a donc 5 actions dont le cadrage est finalisé, le porteur est sélectionné. Et la prochaine étape pour ces 5 actions, c'est donc d'aller chercher maintenant des ressources pour les lancements opérationnels de ces actions. Donc des ressources à la fois financières, mais également en prescription. Nous avons une action qui est en cours de cadrage, l'action collective moins de plastique. On est en train de finaliser le mode opératoire pour atteindre l'impact qu'on s'est donné. Et enfin, 2 actions qui sont en phase exploratoire. Pour celle-ci, nous sommes en train d'explorer avec les experts de la communauté d'action de la Grande Cause les opportunités pour dessiner plus avant les projets. Je vais maintenant rentrer dans les actions les unes après les autres et donner bientôt la parole à nos porteurs de projets. Alors, la première action qu'on est très fiers de vous présenter, c'est donc les Journées nationales de l'agriculture. L'idée est assez simple. Elle est de permettre à chaque citoyen de découvrir et surtout de redécouvrir son patrimoine agricole, le patrimoine agricole et alimentaire français, à travers l'ouverture d'un maximum de sites de production agricole, mais également de transformation, le temps d'un week-end grand public d'ouverture. C'est un projet qui est assez exceptionnel parce qu'il est unique et nouveau en France. Nous avons pour ambition de créer ces premières journées dès le mois de juin de cette année, les 18, 19 et 20 juin 2021. Cette action elle sera réellement déterminante si nous parvenons à mobiliser à la fois le grand public, mais surtout à mobiliser un maximum et un grand nombre de sites d'accueil, et principalement des sites d'accueil agricoles. Et pour y parvenir, nous sommes associés à l'association Agri-Demain, qui est très fédératrice auprès des filières. Et l'association Agri-Demain va être accompagnée par une agence événementielle vraiment de référence sur la création de ce type de journée nationale. J'ai nommé l'agence Façon de penser, qui organise en fait depuis 15 ans les Journées européennes du patrimoine du ministère de la Culture que vous connaissez bien. Je donne la parole désormais à Gilles Maréchal, directeur de l'association Agri-Demain. Bonjour, merci à tous. Vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Bon, donc je suis Gilles Maréchal, le directeur de l'association Agri-Demain. Je suis ravi d'intervenir. Merci à l'agence, à Make.org de nous donner la parole. Donc, quelques mots sur Agri-Demain. Agri-Demain est une association relativement récente dont l'objectif est de mieux expliquer la culture au grand public. Nous avons 4 ans d'existence. Parce qu'effectivement, il y a un paradoxe, c'est que, vous le savez, les Français aiment les agriculteurs. À chaque sondage, il y a pratiquement 80% d'opinions positives. Mais par contre, ils perçoivent l'agriculture comme une boîte noire et on a besoin de décortiquer et d'ouvrir cette boîte. C'est la mission confiée à Agri-Demain depuis maintenant 4 ans avec l'ensemble des organisations qui sont avec nous dans cette association. Alors, pour ouvrir cette boîte noire, nous avons pour cela créé un réseau de 350 agriculteurs ambassadeurs qui se sont spontanément inscrits sur notre plateforme et bénévolement, et qui, chacun dans leur exploitation, sur leur site également, ou en participant à des journées, racontent leur histoire, la façon dont ils travaillent, la façon dont le métier évolue. Et pour une mission principale, c'est retisser du lien entre l'agriculture justement et l'ensemble de la société. Et nous, au niveau national, à Agri-Demain, on leur propose un certain nombre d'événements parce qu'ils sont nos médias sur le terrain. Et ces événements, c'est par exemple la fête des moissons chaque année, la fête des moissons et des récoltes, l'organisation de tables d'hôtes, où on a beaucoup parlé d'alimentation. C'est justement pour montrer depuis la production jusqu'à l'assiette, toute je dirais les intermédiaires et la façon dont on travaille le producteur jusqu'au chef. Et donc, on travaille avec l'association Eurotoc
dans ce qu'on appelle donc des tables d'hôtes, notamment au salon de l'agriculture. On participe donc à des salons, on fait des portes ouvertes et une forte présence sur les réseaux sociaux. Alors, André a parlé bien sûr du projet des Journées nationales. Nous y travaillons depuis 2 ans et nous avons publié une tribune dans le JDD du 12 juillet dernier pour interpeller le président de la République, notamment pour lui dire que la France faisait figure d'exception, puisque dans le paysage international, il n'y a pratiquement qu'un autre pays qui n'a pas cette journée nationale, ces journées nationales de l'agriculture, alors qu'elles existent au Brésil, en Argentine, aux États-Unis et même dans des pays où l'agriculture représente économiquement beaucoup moins. Alors, et nous nous sommes donc rencontrés avec MEC.org à cette occasion, puisqu'il y avait également dans les grandes causes la possibilité de créer cette journée. Donc, nous travaillons depuis en concert avec MEC.org et des autres associations que je vous citerai tout à l'heure. Alors, pourquoi une journée nationale? Quelques éléments, parce que le secteur agricole, vous le savez, en France, est encore un secteur quand même stratégique pour l'avenir de notre pays. C'est le premier producteur européen. Les Français ne le savent pas forcément, avec pratiquement 18% de la production européenne. Quelques chiffres, il y a encore quand même pratiquement dans le dernier recensement 437 000 exploitations sur le territoire national et près de 820 000 personnes qui travaillent dans les exploitations et autour des exploitations. Parce qu'il faut savoir qu'un emploi dans une exploitation agricole, c'est 5 emplois induits en amont ou en aval de l'exploitation agricole. Deuxièmement, parce que ça a été dit ce matin et j'ai entendu beaucoup de choses très positives, parce qu'il y a un grand nombre de défis qui sont devant nous, des défis sociétaux. Je pense aux défis climatiques avec la captation du carbone. Donc ces défis, l'agriculture est porteuse de solutions. Et ça, on le sait moins parce que peut-être qu'on l'explique insuffisamment et on l'explique mal. Et c'est donc l'ambition d'Agri-Demain, notamment de montrer ses contributions positives. Donc, le défi climatique avec la captation du carbone, le défi environnemental où il ne faut pas être dans le déni. Nous savons qu'il faut progresser, comme tous les secteurs économiques. Donc, on est dans une stratégie d'écoute, mais rien ne se fera sans et contre les agriculteurs sur le sujet de l'environnement. Et enfin, défi alimentaire, je ne vais pas m'apesantir sur ce dossier, ce secteur, puisque vous en avez parlé ce matin. La crise a montré justement l'importance d'avoir une alimentation fiable et de qualité, et la chaîne agroalimentaire a tenu pendant la crise, avec la souveraineté alimentaire qui est revenue au premier plan, comme ça a été dit par la personne de Danone. Enfin, troisièmement, parce que ça a été dit aussi, il faut créer de la valeur sur l'ensemble, je dirais, de ce que représente l'agriculture, sur le plan économique, sur le plan aussi sociétal. C'est en tout cas l'objectif que nous avons avec les associations qui nous accompagnent, France Agri-Twittos, Tous à table et Agriculteurs de Bretagne et l'ensemble du conseil d'administration d'Agri-Demain. Alors, en 2 mots, nous ne souhaitons pas une journée vitrine. Il y a déjà des salons qui existent. Nous sommes d'ailleurs en très bonne concertation avec le Salon de l'agriculture. Il y a d'ailleurs cette année une semaine de l'agriculture. Il faut bien voir que c'est quand même particulier à l'année et que cette semaine de l'agriculture n'existera pas les autres années puisque le salon reprendra sa place. Et d'ailleurs, le président du salon a signé la tribune de Agri-Demain. Donc, en fait, ce que nous voulons, c'est une journée interactive, une journée d'action, comme votre plan Agir, une journée de dialogue, de rencontre, où les Français vont découvrir le cœur de la machine agricole en allant dans les exploitations, dans les sites, dans les industries agroalimentaires, dans une usine de tracteurs, tout ce qui gravite autour dans les exploitations et autour des exploitations. En quelque sorte, c'est une immense porte ouverte où toutes les initiatives seront présentées et qu'on soit agriculteur conventionnel, qu'on soit en bio, qu'on soit en raisonné, vous entendez parler de beaucoup de formes d'agriculture. L'idée, c'est de faire monter toutes les initiatives et de les faire connaître. En conclusion, on peut oser le terme d'espérer une journée de concorde nationale en ces temps quand même un peu difficiles, une journée de reconnaissance pour l'ensemble des acteurs agricoles et, encore une fois, essayer de recréer du lien entre l'agriculture et la société dans un récit inspirant et apaisant. Je vous donne rendez-vous les 18 et 20 juin prochains. Merci beaucoup, Gilles.
Alors, comment vous impliquer concrètement auprès de cette action? Daphné, si tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez vous engager auprès de cette action à 3 niveaux. D'abord, cet événement va mobiliser des ressources importantes et vous êtes tous les bienvenus pour devenir sponsor officiel de cet événement. Mais vous pouvez également vous mobiliser sur 2 types d'aides différentes. Évidemment, pour nous aider à recruter un maximum de sites d'accueil de sorte que la couverture nationale de l'événement soit satisfaisante dès cette première année. Et enfin, mobiliser vos canaux de communication grand public pour que toutes les Françaises et tous les Français puissent avoir vent de cette belle opportunité. N'hésitez pas pour ce faire à me contacter sur les informations de coordonnées qui s'affichent à votre écran pour rejoindre la communauté et on vous enverra tout le kit de mobilisation pour ce faire. On passe à l'action suivante. Alors, sur un tout autre objectif, on est sur la problématique du gaspillage alimentaire ici. On a fait le choix d'adresser la problématique du gaspillage alimentaire au niveau des filières agricoles. Et pour ce faire, on travaille avec l'association Solal. Comme vous le savez, les enjeux sont très, très forts. Aujourd'hui, c'est plus de 30 millions de tonnes de produits alimentaires qui sont perdus par an. Et le tiers de ces 30 millions de tonnes, donc 10 millions de tonnes, sont perdus au niveau des filières agricoles. Cette action vient donc en réponse à cet enjeu et elle sera déterminante si on arrive à permettre massivement et simplement à tous les agriculteurs d'une région donnée leur permettre de donner de manière solidaire leurs invendus de production. Et pour atteindre cet impact, nous allons accélérer l'association Solal qui orchestre ces dons dans son déploiement national, région par région. Et je passe la parole à la légendaire directrice de l'association Solal, Dorothée Briaumont. Ma réputation me précède, c'est terrible. Est-ce que vous me voyez là? Parce que j'ai tout actionné, mais je ne me vois pas. Donc oui, bon. Très bien. Ah bon, très bien, parfait. Merci. Bonjour à tous. Merci André. Agir pour mieux manger, c'est le programme, mais agir pour mieux manger pour tous. Et en fait, c'est le défi qu'a voulu relever Jean-Michel Lemétayer, qui était un éleveur avec quelques responsabilités syndicales et qui s'indignait en disant « Je ne supporte pas de voir des gens qui ont faim dans mon pays ». Tout a démarré de là en 2013. Après un diagnostic, nous avons rencontré énormément d'acteurs et donc 130 acteurs. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une marge de progrès pour, d'un côté, donner des débouchés à des invendus agricoles et de l'autre, répondre à, je dirais, une demande à la fois de nos partenaires, les associations d'aide alimentaire, mais aussi répondre à un besoin nutritionnel des personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, qui est la production l'augmentation de produits frais dans leur alimentation, puisqu'en fait, une étude médicale a prouvé que ces personnes très fragiles développaient plus que la moyenne des pathologies en lien avec un déséquilibre nutritionnel. Mais la bonne nouvelle, c'est que dès qu'elles complétaient leur alimentation par des produits frais, leur santé s'améliorait. Et donc, on a essayé effectivement de faire se rencontrer deux secteurs, deux mondes qui se connaissent peu également, mais avec des besoins qui faisaient qu'on pouvait avoir un partenariat gagnant-gagnant. Et donc, du coup, on a décidé d'organiser le don de A à Z pour l'agriculteur et pour l'association d'aide alimentaire. Donc, très concrètement, l'agriculteur ou la coopérative, le grossiste, le marché de gros fait état d'invendus. Donc, les invendus sont subis, puisque en fait, il y a énormément d'invendus qui sont dus à des raisons climatiques. Vous avez vu qu'il y avait aussi le confinement. Il y a eu précédemment l'embargo russe qui, d'un seul coup, ferme des marchés. Vous avez des télescopages avec des importations au moment où la production française arrive. Vous avez ce qui est connu, les produits hors calibre.
plein de raisons d'invendus qui faisaient… Alors, je vous rassure, les agriculteurs n'ont jamais gaspillé parce que, comme n'importe quel chef d'entreprise, produire pour jeter, ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, évidemment, ils avaient d'autres canaux de distribution, soit les dons, bien évidemment, mais aussi la transformation de pommes en compote ou alors l'alimentation animale ou encore la méthanisation. Néanmoins, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits invendus qui pouvaient tout à fait être distribués dans le cadre de l'aide alimentaire. Et on a voulu, si vous voulez, massifier ces volumes et les acheminer vers les associations d'aide alimentaire. Donc, du coup, on va s'occuper de tout et on va s'occuper, sans être propriétaire des produits agricoles, on va organiser la logistique à partir de l'exploitation, de la coopérative jusqu'à l'association d'aide alimentaire. Les associations d'aide alimentaire peuvent venir chercher les produits dans l'exploitation agricole et figurez-vous que ça a eu un impact qui n'était pas prévisible au départ, mais on s'est rendu compte, c'est une petite musique qui a monté depuis 2013 et d'un côté les agriculteurs, de l'autre côté les bénévoles des associations nous disent que quand ils se rencontrent, eh bien, il y a un lien qui se crée. Et ça, je dirais que c'est le bon effet de Solal qui, d'un côté, on le voit bien, essaye de répondre à deux issues, à deux problèmes que sont les invendus et puis le besoin de produits frais, mais aussi ça crée un lien social entre deux secteurs qui ne se connaissent pas suffisamment et qui apprennent à se connaître le temps d'un don. Et Gilles a bien rappelé cette problématique. Alors, vous savez que la crise du Covid a eu énormément d'impact sur le secteur agricole, puisque du jour au lendemain, des marchés se sont fermés. Et donc, pour Solal, on a été sur le pont. Alors, on n'a pas été au premier front comme le secteur médical, mais je pense qu'on a été comme d'autres ou comme les agriculteurs sur le premier front, mais en tous les cas, on a été au second front pour essayer de répondre d'un côté à ces volumes incroyables de dons et de l'autre côté à des besoins immenses et qui ne se tarissent pas, hélas, qui est dû à la flambée de la précarité alimentaire. Donc, pour vous donner une idée, par rapport à 2019, en 2020, on a eu plus 87% de dons en plus, ce qui correspond à 4000 tonnes, soit l'équivalent de 8 millions de repas. Voilà, donc c'est un peu la spécificité du Covid. Et donc, la rencontre avec Make.org a été et continue d'être enrichissante, puisque en fait, ils sont là pour nous accompagner dans notre développement régional, puisque notre objectif, c'est d'avoir une association Solal avec une personne à temps plein qui gère les dons, parce que vous comprenez bien que nous, on essaye de gérer les dons sur toute la France, mais il y a plus de liens qui se créent au local, il y a plus de fluidité des dons également. Donc, notre but, c'est cela. Donc, ils nous accompagnent dans notre régionalisation. On a, avec le Covid, accéléré notre régionalisation grâce au soutien du plan d'urgence. On a créé 4 antennes en 3 mois. Et le but, on a 7 implantations maintenant, et le but, c'est de couvrir effectivement toute la métropole. Et donc, Make.org est là pour nous accompagner dans cette belle aventure. Voilà. Merci beaucoup, Dorothée. Pareillement, comment vous vous impliquez concrètement auprès de nous sur cette action Agridon? Deux possibilités. Devenir partenaire financier de l'association Solal qui, comme vous l'a expliqué Dorothée, a des ambitions très importantes. Et enfin, pouvoir nous aider à mobiliser vos réseaux agricoles pour faire de la solution de valorisation de Solal une possibilité toujours plus connue de valorisation des invendus. Alors, sur l'action suivante, qui est très différente des deux premières que je vous ai présentées, on est sur un mode opératoire tout autre. Il s'agit en fait d'une émission de télévision, de sensibilisation grand public via une émission de télé. L'idée est de réactiver la marque MasterChef selon une ligne éditoriale centrée sur les produits locaux et de saison, dans un objectif, bien sûr, de manger mieux, de manger local et en respect des arrivées des produits locaux.
l'idée et le concept de l'émission est de surévénementialiser l'arrivée des 4 saisons plus l'arrivée des fêtes de fin d'année. Et je vais vous présenter quelques visuels du pitch de cette émission qu'on a formalisé avec la société de production Endemol. Alors voilà, donc Masterchef 4 saisons. L'idée est donc de réactiver cette marque qui a disparu depuis quelques années en France en invitant donc des célébrités aux 4 coins de la France, une région par saison, avec ce qui a fait en gardant bien sûr les incontournables de l'émission Masterchef et en reprenant ce qui a fait le succès de l'émission. Sur la slide suivante, s'il te plaît, Daphné. Voilà, donc comme je le disais, donc des célébrités passionnées, des épreuves emblématiques et aussi une donnée importante. La compétition n'est pas tournée en studio, mais elle sera tournée sur site, en région, dans des endroits emblématiques des 4 régions sélectionnées, avec des jurys faits de chefs cuisiniers de la région et les primes événementialisés. Et enfin, sur la dernière slide, pour vous montrer un peu ce à quoi ça peut ressembler. Donc voilà, une émission en 4 épreuves avec une mystery box comme d'habitude et la découverte de produits plus ou moins connus de chacun des terroirs. Et l'idée, c'est qu'on ait donc l'émission pour la saison de l'hiver dans l'est de la France, l'été au sud, l'automne à l'ouest et enfin le printemps au nord. Le concept est, comme vous le voyez, parfaitement ficelé. Il ne nous reste plus qu'à trouver un diffuseur télé pour mettre ça en œuvre. Alors, voilà, l'action suivante. Cultive ton appétit. Merci Daphné. Alors, cette action a récemment changé de nom. Avant, elle s'appelait J'apprends à goûter. Nous l'avons renommée parce que l'action a beaucoup évolué ces derniers mois et que le nom n'était plus forcément cohérent par rapport aux modalités de cette action. L'idée de cette action est d'accompagner 400 000 élèves dans l'apprentissage d'une alimentation saine et responsable via une méthodologie éprouvée qui mobilise non pas seulement un groupe classe, mais en fait l'ensemble de l'établissement scolaire. C'est-à-dire que sont mis à contribution donc les élèves, leurs professeurs, mais également tous les personnels qui gravitent autour de l'établissement scolaire, donc à la fois les personnels de cantine, mais également les associations qui sont autour de l'établissement. Pour ce faire, il est nécessaire d'accompagner plusieurs milliers d'écoles et on veut aider l'association Terragir à passer de 3800 établissements engagés à beaucoup plus. Et on va avoir besoin d'accompagner les écoles et dans le temps et au plus proche de celles-ci dans leur territoire afin d'organiser des activités de la meilleure qualité possible. Cette ambition, on la porte avec un programme historique, le programme Éco-École, porté depuis plus de 15 ans par l'association Terragir. Et je laisse la parole à Julie Saturné, qui est responsable de ce beau programme. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous pour vous parler de l'action Cultive ton appétit, portée par Éco-École, qui est un programme et un label international donc développé sur le territoire français par l'association Terragir, comme le mentionnait André. Éco-École apporte son soutien aux établissements scolaires, de la maternelle au lycée, qui souhaitent mettre en place une démarche d'éducation au développement durable. Donc pour cela, Éco-École propose une pédagogie de projet et une méthodologie adaptée au contexte scolaire, s'appuyant sur 8 thématiques de développement durable, dont la thématique de l'alimentation. Les personnels éducatifs des établissements scolaires qui sont inscrits au programme Éco-École bénéficient d'outils pédagogiques pour faciliter l'appropriation des grands enjeux de développement durable par leurs élèves et pour mettre en place collectivement des actions concrètes d'amélioration de la gestion et du fonctionnement de leur établissement scolaire. Donc pour cela, ils sont accompagnés par l'équipe de Terragir et du programme Éco-École, mais également par un réseau de relais locaux Éco-École. Donc ces relais locaux, ce sont des associations disposant d'une expérience d'éducation au développement durable en milieu scolaire ou des collectivités territoriales, généralement des communes ou des intercommunalités. Aujourd'hui, il y a environ 120 relais locaux répartis sur tout le territoire français, métropole et outre-mer. Ces relais locaux, ils sont formés par Terragir à la méthodologie Éco-École et apportent donc sur un périmètre géographique défini un accompagnement de proximité aux établissements scolaires dans leur démarche de développement durable.
Donc, l'association Terragir porte en plus d'Éco-École 2 autres programmes qui sont dédiés au public scolaire et jeunes, Jeunes Reporters pour l'Environnement et la Journée internationale des forêts avec son volet pédagogique La forêt s'invite à l'école. Terragir participe ainsi activement à la généralisation de l'éducation au développement durable en France et contribue aussi donc à l'atteinte des objectifs de développement durable de l'ONU. Cette contribution de Terragir à l'éducation au développement durable, elle est reconnue donc depuis maintenant un certain nombre d'années par les différents acteurs qui soutiennent le programme Éco-École, le ministère de la Transition écologique, l'ADEME, Citeo, la MGEN, STEM, et notamment par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, avec qui nous disposons d'un accord cadre de coopération au niveau de Terragir. Aujourd'hui, donc André le mentionnait, ce sont plus de 3800 établissements scolaires, écoles et établissements scolaires, de la maternelle au lycée, qui sont inscrits au programme Éco-École sur tout le territoire français. Et environ 12% de ces établissements scolaires choisissent chaque année de travailler en priorité sur la thématique de l'alimentation, puisque dans le cadre du programme Éco-École, nous recommandons aux établissements scolaires d'approfondir en particulier une thématique chaque année et de faire en sorte ensuite que les actions qui sont mises en place sur cette année perdurent les années suivantes. Mais au-delà de cette thématique de l'alimentation, les élèves sont également accompagnés dans l'apprentissage d'une alimentation saine et responsable quand un établissement scolaire travaille sur d'autres thématiques, comme par exemple celle des déchets, qui invite à agir pour réduire le gaspillage alimentaire, ou encore celle de la santé, qui permet d'aborder la notion d'équilibre alimentaire, ou encore lorsque les élèves et les établissements scolaires se questionnent sur l'impact de leur alimentation en travaillant sur le thème du climat ou sur celui de la biodiversité. Dans le cadre donc de cette action Cultive ton appétit, nous souhaitons permettre à encore plus d'élèves de la maternelle au lycée de mieux comprendre les enjeux liés à l'alimentation et l'agriculture durable et d'adopter de nouvelles habitudes alimentaires. Nous nous sommes ainsi fixé un objectif de 400 000 élèves accompagnés dans l'apprentissage d'une alimentation saine et durable. Donc pour cela, plusieurs choses. Donc, nous souhaitons tout d'abord poursuivre la croissance du réseau des éco-écoles, éco-collèges et éco-lycées, en faisant mieux connaître le programme et donc en incitant plus d'établissements scolaires à participer au programme Éco-École, en proposant également de nouvelles ressources pédagogiques aux enseignants, notamment sur la thématique de l'alimentation, et tout cela en continuant d'accompagner chaque établissement scolaire dans sa démarche en fonction de ses besoins, donc de proposer le plus possible un accompagnement personnalisé qui fait la force aussi du programme Éco-École. Donc, cela nécessite le renforcement de l'équipe de Terragir, mais aussi le développement du réseau des relais locaux Éco-École pour proposer à un maximum d'établissements scolaires un accompagnement de proximité. De plus, nous souhaitons proposer de nouveaux outils et de nouvelles modalités d'action qui permettent de prolonger de manière encore plus significative qu'actuellement l'impact du travail qui est réalisé à l'école dans le cadre familial. Donc, notre idée est de proposer des ressources, des activités, des moyens d'engagement qui s'inscrivent dans la continuité du projet Éco-École sur l'alimentation et qui invitent les élèves et leurs familles à questionner et à faire évoluer leurs habitudes alimentaires vers une alimentation plus saine et durable. Voilà. Merci beaucoup, Julie, pour ces précisions. Pour donc la partie implication, la montée en charge d'Éco-École, ça doit donc s'accompagner d'une montée en charge en termes de ressources. Donc, pareillement, devenir partenaire financier du programme est important. Et enfin, comme l'expliquait Julie, deux autres possibilités de mobilisation. Activez vos réseaux de prescription auprès des établissements pour que de nombreux établissements supplémentaires décident de s'engager sur une méthodologie Éco-École, mais également des acteurs pédagogiques pour accompagner ces écoles. Et j'ai oublié de le mentionner, mais on aimerait aussi faire en sorte que les programmes portés dans les établissements puissent s'étendre à la cellule familiale. Et on a donc besoin également, et on va travailler sur ce sujet-là avec Éco-École, à élargir les activités auprès des parents d'élèves. Enfin, vous pouvez également suggérer ou même vous-même devenir les ambassadeurs du programme Éco-École en devenant relais local selon les modalités que Julie nous a présentées. Alors, l'action suivante. Alors, une action qui se place au niveau donc de la production.
L'idée de cette action plateforme vente locale est de déployer une solution de commercialisation B2B pour les producteurs et ainsi leur permettre d'augmenter de 40%, c'est l'objectif qu'on s'est donné, la part de leur vente locale dans leur chiffre d'affaires en les connectant directement avec un nombre important d'acheteurs privés et publics de leur territoire. Et on veut que toutes les natures d'acheteurs soient représentées sur cette plateforme, à la fois les acteurs de la restauration collective privée, de la restauration collective publique, mais également les industriels de la transformation et enfin les acteurs de la distribution. Cette action, elle sera donc déterminante dans sa capacité à connecter tous les producteurs d'une région avec tous les acheteurs du même territoire, mais également à connecter avec les acheteurs nationaux qui ont un réseau d'acheteurs déployés dans les régions. On a rencontré plus d'une cinquantaine de dispositifs permettant aux producteurs de commercialiser en vente locale et nous avons décidé de travailler avec la startup Viaterroir, une startup lyonnaise et dans sa montée en charge. Et pour ce faire, nous allons également être soutenus par deux accélérateurs de projets innovants. J'ai nommé les cabinets FastUp Partners et Utopia. Mais je laisse maintenant la parole à Baudouin Niogret, cofondateur de Viaterroir, qui nous appelle depuis Lyon. Baudouin, est-ce que tu es parmi nous? Est-ce que tu parviens à prendre la parole? Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. En revanche, on ne te voit pas, je crois. Ouais, et ben c'est bloqué par l'animateur. L'autre a démarré ma vidéo. Voilà, tout est bon? C'est parfait. À toi. Super. Eh ben, merci André, merci à Mec.org, merci à tous les contributeurs de cette grande cause qui fait un bel écho à ce que Viaterroir porte depuis plusieurs années. Et puis j'en profite aussi pour remercier FastUp Partners et Utopia. Donc Viaterroir, qu'est-ce que c'est Viaterroir? Donc Viaterroir a développé une plateforme Internet qui est capable de faire collaborer à grande échelle les producteurs locaux d'un côté avec les professionnels qui les entourent. Donc, on parle des restaurants, André l'a dit, on parle des cantines scolaires, des cantines, des restaurants d'entreprise, que ce soit en restauration publique, en restauration privée, des distributeurs et des commerces. Donc, c'est vraiment une approche multi-acheteurs professionnels. Ce qui est important, c'est que la plateforme, elle est centrée sur le producteur et elle l'aide à répondre à cette demande des professionnels qui souhaitent développer leur approvisionnement local. Centré sur le producteur, ça veut dire que c'est le producteur qui a la main, c'est lui qui propose ses produits, ses prix, ses conditions de livraison. Il est autonome tout en étant bien sûr accompagné par les services de Viaterroir. Donc l'objectif de cette plateforme, c'est de lui donner la main en l'aidant à transmettre l'information nécessaire à son entourage professionnel pour se faire connaître et développer ses ventes, pour fidéliser ses clients professionnels et créer une relation aussi saine et durable, et s'organiser et gagner du temps, puisqu'on est dans une approche circuit court qui peut être, qui demande à être organisée. Donc l'objectif, c'est bien celui-là, c'est de faire changer d'échelle les circuits courts et leur impact, puisque le producteur, il est en lien direct avec son client professionnel, ce qui implique dans le modèle de circuit court davantage de transparence, d'impact positif pour l'environnement, de liens, une meilleure rémunération pour les producteurs et tous les retombées d'éducation, de sensibilisation, de qualité, de mieux manger. Je vais reprendre ce que nous a présenté la directrice de Solal. Quand on se rend compte, il y a un lien qui se crée et les bénéfices qui en découlent. Donc, dans une approche locale, ou hyper local, comme diraient d'autres, Viaterroir crée et anime ce qu'on appelle des marchés de territoire, ce qui fait écho à la plateforme de vente locale, où on va réunir les producteurs et les acheteurs qui vont se retrouver et commercer localement en circuit court. Donc un marché de territoire, on peut le délimiter à l'échelle très locale ou à une échelle plus régionale, tant que les producteurs et les acheteurs vont se retrouver. À ce stade, Viaterroir a créé ses premiers marchés de territoire dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, donc autour de Lyon principalement où on s'est créé, à La Palisse également dans l'Allier, également en région Bretagne dans le Pays de Lorient
et en région Bourgogne-Franche-Comté, autour de Dijon. Donc, notre enjeu, c'est de développer ces marchés de territoire pour essaimer ces plateformes à l'échelle nationale. On a déjà plus d'1 million d'euros qui ont été échangés sur les différents marchés de territoire et orientés vers les producteurs locaux en circuit court. Donc, plusieurs milliers de commandes et de livraisons. L'enjeu, c'est de pouvoir justement répondre dans tout le territoire national à cette approche locale portés par des acteurs publics, des collectivités ou des acteurs privés éventuellement qui s'impliquent dans la dimension locale ou à leur niveau. Voilà. Merci Baudouin. Sur les implications de cette action. Comme vous l'a expliqué Baudouin, l'idée est de pouvoir également équiper davantage de commanditaires à la fois publics et privés pour s'équiper de la solution de Via Terroir, donc à la fois des EPCI et des commanditaires privés. Et deuxième possibilité, sur les marchés de territoire qui sont opérationnels et qui sont équipés de la solution Via Terroir, il est important de pouvoir mobiliser un nombre minimum et donc important de producteurs agricoles pour que puissent être mis sur le marché des ressources à vendre. Exactement. Merci beaucoup, André. Je t'en prie. On passe à l'action suivante. Alors voilà, l'action collectif moins de plastique, qui est très ambitieuse également. Le projet est de réduire collectivement la quantité de plastique d'emballage en mobilisant toute la chaîne de valeur du secteur. L'objectif de 60% porté par le ministère est très important. Et pour travailler sur cette ambition, nous sommes en train de collaborer avec le Pacte national sur les emballages plastiques, qui est un pacte initié par le ministère de la Transition écologique. Et nous sommes en train, en fait, et ce pacte coordonne 15 industriels, qui représentent à eux seuls 80% de la mise en marché des plastiques d'emballage en France. Et nous travaillons avec Alexandre Levernois, coordinateur du pacte, à la définition des modalités d'implication des citoyens dans ce pacte, afin d'aligner les engagements que les industriels vont prendre avec leurs attentes. Je passe la parole à Alexandre Levernois, coordinateur donc de ce pacte. Merci André. Vous m'entendez? Oui, très bien. Merci André de me donner l'occasion de présenter le pacte. Bonjour à tous. Donc, je suis Alexandre Levernois, je suis fondateur du cabinet Cosanova qui accompagne la mise en place et l'opérationnalisation de plateformes multi-acteurs sur des enjeux sociétaux et environnementaux. Nous réunissons les acteurs pertinents autour d'un enjeu afin de développer avec eux une vision, éventuellement des engagements, mais surtout la mise en place d'un plan d'action pour relever collectivement les défis identifiés autour de cet enjeu. Et le pacte national sur les emballages plastiques est un bel exemple de plateforme multi-acteurs dont nous coordonnons les travaux depuis son lancement en février 2019. À ce titre, d'ailleurs, le pacte est une initiative plutôt inédite en France, puisqu'il regroupe sous l'égide, et ça a été rappelé par André, sous l'égide du ministère de la Transition écologique et des pouvoirs publics, 15 entreprises. Alors, juste une petite correction, 15 entreprises qui représentent 20% de la mise en marché en France, hein, mais on espère rallier d'autres entreprises à l'avenir et qui sait atteindre le chiffre de 80%. Mais pour l'instant, on est encore un peu plus modeste que ça. Et donc 15 entreprises et des ONG qui se sont donné une vision commune et des engagements qui visent à transformer collectivement l'usage et la mise en marché d'emballages plastiques en France, alors au travers des principes de l'économie circulaire, mais plus concrètement au travers d'engagements à 2025 qui visent la réduction des emballages problématiques ou inutiles, le développement en pratique et à l'échelle, et le mot d'échelle a été beaucoup employé, est important pour moi d'ailleurs, le développement en pratique et à l'échelle de modèles de vrac et de réemploi, et l'accélération de la recyclabilité et du recyclage et de l'incorporation de recyclés dans les emballages. Dans les faits, le pacte n'est pas simplement une somme d'engagements volontaires individuels, notamment d'entreprises, mais bien une plateforme qui permet d'aligner sur un socle commun un certain nombre de mesures et la mise en place de solutions en pratique et à l'échelle, c'est-à-dire de vraiment faire basculer les industriels et les distributeurs signataires du pacte vers des initiatives les plus larges possibles afin de dépasser
les initiatives qui sont peut-être de faible portée, mais qui ont montré des résultats et qui permettent de servir de modèle pour les déployer à la plus grande échelle en se concentrant sur les priorités réellement transformatives que les signataires du pacte peuvent adopter collectivement. Donc, les décisions prises par le pacte, elles concernent différents matériaux plastiques et elles soulèvent souvent, dans le cadre des travaux, des enjeux techniques assez forts, comme l'élimination du PVC, l'élimination du polystyrène expansé ou du polystyrène tout court d'ailleurs, la question du recyclage et du polypropylène, ou les conditions d'élimination de matériaux dits complexes, hein, c'est-à-dire quand pour un emballage, on associe plusieurs matériaux entre eux, et souvent cette association peut rendre le recyclage difficile. Mais ces décisions très techniques que peut prendre le pacte donnent lieu à une traduction aussi très concrète en termes d'action, et qui sont loin d'être anecdotiques, hein, parce qu'elles demandent une adaptation des industriels et des signataires, mais aussi, quelque part, l'assurance que les comportements de consommation vont également basculer. Alors, pour être très concret, je pense par exemple, on travaille dans le pacte à la suppression des lots promotionnels et de regroupement. Hein. Vous savez, dans le cadre de promotion, il peut y avoir un suremballage des produits mis en vente. On travaille à la condition de cette suppression. De façon très concrète aussi, on regarde les conditions, les aspects réglementaires, les aspects industriels liés à la mise en place de programmes de vrac pour le yaourt. On regarde aussi les conditions de suppression des sachets en plastique pour le riz et les pâtes, ou encore des blisters rigides, hein, vous savez, ces lunettes en plastique qui permettent l'emballage des ampoules, des piles et des jouets. Donc on est sur des échanges très techniques, mais aussi les conditions de la mise en place d'actions très concrètes, hein, par les signataires du pacte. Et je crois que c'est précisément sur ce point que je pense que la grande cause et le pacte doivent pouvoir travailler conjointement pour relier concrètement les attentes des citoyens qui ont émergé dans le cadre de cette consultation et de trouver un écho à ces attentes dans le basculement industriel sur lequel souhaitent avancer les signataires du pacte. Donc, je pense que la consultation peut éclairer les signataires du pacte, d'une part, dans leurs choix et dans leurs arbitrages, parce que basculer vers l'ambition et la vision du pacte, c'est aussi faire des arbitrages et des choix industriels. Mais symétriquement, les signataires peuvent aussi expliquer leur démarche de progrès et aider à comprendre les conséquences techniques et économiques de ces choix. Donc, on est en train de cadrer les choses avec André et Make.org, mais je suis assez heureux de pouvoir travailler avec eux dans les semaines qui viennent au cadrage de cette synergie que moi je pressens, hein, comme très efficace entre le pacte, ses signataires et la Fondation. Merci beaucoup Alexandre, et excusez-moi à nouveau pour la valeur erronée, je me suis un peu laissé emporter par mon enthousiasme. J'ai le même enthousiasme, je comprends tout à fait. Parfait. Je passe maintenant assez rapidement sur les deux actions qui sont dans une phase plus exploratoire. Donc il y en a deux. La première, c'est l'action Mission Jeunesse Agricole, dont l'objectif est de permettre à des centaines de jeunes de se mobiliser sur le format du service civique au bénéfice du mieux manger. On travaille sur 3 chantiers et donc avec 3 catégories d'associations différentes. La première sur donc la transition agroécologique. La seconde, on aimerait mobiliser ces jeunes dans une meilleure distribution des produits locaux fermiers à travers donc le réseau des AMAP. Et enfin, et c'est un enjeu qui est particulièrement crucial aujourd'hui, et Dorothée nous l'a bien rappelé de chez Solal, au bénéfice de l'aide alimentaire et pouvoir positionner ces jeunes auprès des associations nationales. On travaille sur cette problématique de service civique avec l'association de référence sur le service civique qui est Unicité, au cadrage plus avant de ce projet. Et enfin, dernière action, dont l'objectif est de démocratiser l'offre de vrac et d'accélérer les dynamiques de vrac au niveau de la France. On creuse les pistes de travail possibles avec Réseau Vrac, qu'on a la chance de compter parmi les partenaires de cette grande cause, mais également avec Système U et Areco, qui sont 2 entreprises très volontaires sur ces enjeux du vrac. Système U côté distribution et Areco côté innovation. Mais je ne vais pas rappeler ce que Michel nous a présenté de ses activités en début de rendez-vous.
En dernière intervention pour moi, je vous rappelle donc les contributions possibles sur 4 actions de ce plan d'action de 8 actions. Je ne vais pas les renommer à nouveau, mais je vous laisse les lire sur cet écran. Si vous souhaitez vous mobiliser sur ces actions, n'hésitez certainement pas à me contacter sur mon adresse email qui s'affiche à l'écran ou bien par téléphone. Je vais maintenant vous proposer de poser toutes les questions que vous souhaitez sur les chats prévus à cet effet. Et je vous propose maintenant d'écouter Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui soutient l'intégralité des actions de cette grande cause. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous aujourd'hui, même si c'est par écran interposé, à l'occasion de ce rendez-vous de la communauté d'action de la grande cause alimentation. Vos réflexions convergent toutes vers un objectif commun et ambitieux, que je partage pleinement en tant que ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Permettre à chacune et chacun de mieux manger, de mieux se nourrir. Et au début de ces propos, je ne peux m'empêcher de penser à ce que disait Hippocrate. L'alimentation est le premier des médicaments. Les Français d'ailleurs prêtent une attention particulière à leur alimentation. L'engouement pour la consultation citoyenne que vous avez menée sur ce sujet en est une preuve. Grâce à cette intelligence collective soutenue par la très grande diversité d'acteurs que réunit MEC.org, des propositions très intéressantes ont émergé. Elles ont pu se transformer en actions concrètes qui répondent à l'enjeu d'une meilleure alimentation pour tous, grâce notamment à votre engagement. Et je tenais à vous remercier très chaleureusement pour ce travail. Ces propositions sont en effet en parfaite résonance avec ce en quoi je crois, et notamment avec la politique que je porte et qui vise à fournir au plus grand nombre des produits frais et des produits locaux. Je ne cesse d'ailleurs de le répéter, les produits frais et les produits locaux sont ce qu'il y a le plus souvent de meilleur pour notre santé, beaucoup d'études le montrent, mais aussi pour l'environnement bien évidemment, et bien souvent aussi pour le portefeuille, sans oublier leur impact positif pour la vitalité de nos territoires. Alors, comme vous, je pense qu'il n'est pas suffisant de s'arrêter à des grandes idées et qu'il faut des actions très concrètes pour que le changement en faveur d'une alimentation plus saine, plus durable et plus locale s'opère. Ainsi, nous avons, par exemple, lancé 2 chartes de mise en avant des produits frais et locaux avec la grande distribution et avec les commerces de proximité. Alors que 70% des achats alimentaires des Français se font dans les enseignes de la grande distribution, ces chartes, qui sont des engagements, visent à promouvoir une alimentation saine et locale au sein de ces enseignes. Les produits frais et les produits locaux seront ainsi mis en valeur sur les étals, sur les sites internet ou sur les supports publicitaires grâce à une bannière commune facilement reconnaissable, plus près de chez vous et plus près de vos goûts. D'autre part, pendant les périodes de confinement, beaucoup de Français ont changé leurs habitudes et se sont tournés vers les circuits courts. Plus que jamais, nous souhaitons encourager et ancrer cette dynamique positive dans la durée. Là est le défi. Pourtant, force est de constater qu'il n'est pas toujours simple de trouver les petits producteurs qui font de la vente directe autour de chez soi. Nous sommes donc allés encore plus loin avec le lancement de la plateforme fraisetlocal.fr, un moyen très simple pour que chacune et chacun puisse localiser les producteurs qui travaillent près de chez nous, puissent acheter des produits frais et locaux directement auprès des agriculteurs, des éleveurs, des producteurs. Le projet que vous soutenez, plateforme vente locale, est, je trouve, parfaitement complémentaire car il propose de mettre en relation producteurs et acheteurs publics comme privés pour faciliter les ventes de produits locaux. Je suis très heureux de voir de tels projets se développer et sachez que je vous soutiens pleinement sur un tel projet. Un tel outil va évidemment dans le sens de ce en quoi je crois, va permettre là aussi de mettre en place des éléments valorisant les produits frais et les produits locaux. Je n'oublie pas également les cantines scolaires, si chères à mes yeux, et qui constituent des lieux privilégiés pour sensibiliser les enfants à l'alimentation et surtout pour donner accès à nos enfants à la meilleure alimentation possible. Votre volonté de favoriser l'approvisionnement de ces cantines en produits frais locaux s'inscrit là aussi pleinement dans ce en quoi je crois, et notamment dans ce besoin d'amélioration de l'éducation alimentaire dès le plus jeune âge. C'est un défi là aussi qu'il nous faut relever.
Cela contribue, je le crois, aux objectifs fixés d'ailleurs par la loi qui impose de proposer d'ici au 1er janvier 2022 au moins 50% de produits de qualité et durable dans nos cantines. Là encore, je vous remercie pour cette implication qui est la vôtre en faveur d'une alimentation de qualité pour nos enfants. C'est essentiel. Et ce que nous mettons en place grâce au plan de relance, à France Relance, va dans le même sens. Le gouvernement donne en effet les moyens aux cantines des petites communes de s'équiper en matériel permettant de mieux cuisiner les produits frais et les produits locaux, d'y avoir accès. Et d'ici 2022, 50 millions d'euros leur seront alloués à ces cantines de communes de petite taille, afin d'atteindre cet objectif. La loi Egalim impose aussi l'interdiction du plastique dans les cantines scolaires d'ici à 5 ans, et sa substitution par d'autres matières comme l'inox. Les 50 millions d'euros que je viens d'évoquer de France Relance vont également permettre de remplacer ces contenants plastiques qui posent parfois des problèmes au niveau environnemental, bien entendu, mais aussi au niveau sanitaire. Et je sais que votre volonté de contribuer à cette action est grande, comme le démontre votre souhait d'intégrer le pacte national sur les emballages plastiques et d'organiser une consultation citoyenne sur ce sujet. Et puis le plan de relance, le plan France Relance, est également un levier important pour promouvoir une alimentation plus saine et plus locale. Et à ce titre, une enveloppe de 80 millions d'euros cette fois sera consacrée à un dispositif qui a fait ses preuves sur nos territoires. Et ce dispositif, ce sont les projets alimentaires territoriaux, les fameux PAT. L'État et les territoires n'auront ainsi de solides partenariats pour développer, grâce à ces PAT, la promotion des circuits courts à l'échelle de nos territoires. Et ce seront plus de 80 millions d'euros qui seront investis dans les 2 ans à cet effet. Un soutien sera également accordé en parallèle à tout ce que je viens de vous dire, à des projets qui s'engagent à accroître l'accès des personnes les plus modestes ou isolées à une alimentation locale, saine et de qualité. 30 millions d'euros seront ainsi dédiés à cette mesure dans le plan de relance et viendront abonder les mesures qui existent déjà. Dans le même esprit, chacun sait l'importance de la solidarité du don alimentaire que vous défendez par le biais de la mesure Agridon, à la fois pour lutter contre la précarité, mais aussi pour lutter contre le gaspillage. Et cette valeur de solidarité, d'ailleurs, est profondément ancrée dans l'ADN du monde agricole. J'ai pu, par exemple, observer lors d'une rencontre récente avec des agricultrices et des agriculteurs et des associations de solidarité mises en relation grâce à la plateforme Solal en décembre dernier. Au final, cette démarche de relocalisation de l'alimentation dans les territoires est également un levier important pour favoriser les rencontres entre les Français et ceux qui les nourrissent. Car les incompréhensions entre ruralité et urbanité se multiplient depuis quelques années. Et cette réconciliation entre les ruraux et les urbains, elle est essentielle. Et je sais aussi que ce sont des initiatives comme celles que vous lancez qui vont permettre d'accompagner cette réconciliation ô combien importante. Les actions, par exemple, que vous portez à travers la Journée nationale du patrimoine agricole et alimentaire ou de la mission jeunesse agricole en sont la preuve. Pour votre soutien à cette journée qui permettra aux Français de découvrir leur patrimoine agricole et alimentaire, ainsi qu'à ce projet qui vise à inciter les jeunes à s'engager auprès d'agriculture et d'agriculteurs de nos territoires afin de découvrir leur métier, je tiens à vous en remercier. C'est ainsi qu'ensemble, nous parviendrons, j'en suis sûr, à recréer du lien entre tous au sein de notre société et même à susciter des vocations. Le ministre que je suis encourage évidemment toutes ces initiatives qui permettent aux uns et aux autres de mieux se comprendre. Toutes les belles actions que vous menez sont parfaitement cohérentes avec les objectifs auxquels fait face aujourd'hui notre société et que, à mon échelle, je poursuis depuis mon arrivée à la tête de ce ministère. Alors, je tenais, par ces quelques mots, à vous remercier pour votre implication sur ce sujet si important et pour ce plan d'action très pertinent et ces mesures complémentaires que vous souhaitez mettre en place pour un accès de tous à une alimentation plus saine et plus durable. L'ensemble des actions et des dispositifs qui sont intégrés dans vos propositions
viennent en appui, en complément des mesures que nous avons déjà prises. Et je crois que c'est cette complémentarité qui fait notre force à tous. Soyez certains de mon plein soutien à cette démarche et de ma volonté à poursuivre ce travail à vos côtés. À très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et je passe désormais la parole à Madame Estelle Collat, directrice des grandes causes chez Make.org. Bonjour à tous. Effectivement, comme le disait Monsieur le Ministre, ce qui est intéressant entre les annonces du gouvernement et notre propre plan, c'est la complémentarité, c'est la synergie, et seul compte l'impact que nous aurons, nous tous ensemble, avec nos actions sur l'ensemble de la société. Alors, je voulais vous tenir au courant de la suite du programme. Alors, en fait, chaque mois, nous allons continuer à avoir nos mensuels avec les partenaires fondateurs pour les tenir au courant de l'avancée des actions. Et nous tous, ensemble de la communauté, associations, start-up, médias, institutionnels et entreprises, donc vous tous, là aujourd'hui, nous sommes une centaine, nous serons en capacité de nous retrouver début octobre pour faire un nouveau point et nous aurons bien sûr largement avancé d'ici là. Ensuite, je voulais vous faire part des questions qui sont venues alimenter le débat. Alors, une première question pour André. Qui pourra participer aux Journées nationales de l'agriculture? Est-ce que ce sera ouvert à tous? Et est-ce qu'on pourra aussi visiter des sites industriels liés à l'alimentation? Excellente question. Alors oui, un grand oui. L'objectif de ces journées portes ouvertes est de mobiliser toutes les Françaises et tous les Français. On a même prévu de le faire en 3 jours, le vendredi, le samedi et le dimanche, de sorte que les scolaires puissent participer à l'événement le vendredi avec leur établissement, dans le respect bien sûr des conditions sanitaires qui seront alors à l'œuvre. Et par ailleurs, je tiens à préciser que cette première édition de ces Journées nationales de l'agriculture verra toujours pour chacune de ces événements préparer un format numérique, de sorte que la mobilisation et les visites puissent se faire quoi qu'il arrive. Et pour la deuxième question qui a été posée, effectivement, on aura une majorité de sites de production agricole ouverts, mais on aura également des sites de transformation industrielle. Et pour ce faire, nous nous sommes associés à l'ANIA, l'Association nationale des industries agroalimentaires, qui va nous permettre de mobiliser plusieurs dizaines de sites de transformation relevant de leurs adhérents. Eh bien, merci. Et Axel, si tu veux faire un mot de conclusion, la parole est à toi. Merci à tous. Merci Estelle. Alors, je vais être très bref parce qu'on a dépassé d'1 minute et qu'on sait que vous avez sans doute plein d'autres choses à faire. Je voulais vous remercier parce que vous étiez très nombreux ce matin et vous remercier surtout pour tout le travail que vous faites de votre côté avec nous depuis maintenant 2 ans. Et puis, je voudrais juste rappeler 2 choses. Les nouveaux enjeux qui sont arrivés depuis le lancement de la grande cause, l'enjeu de souveraineté alimentaire, l'enjeu de précarité accrue, et puis enfin l'enjeu aussi de l'alimentation qui est le lien avec la vie dans des cas de contraintes difficiles. Donc pour tout ça, le mot de la fin, ça sera la force de notre collectif. Et quand j'ai dit de notre collectif, j'inclus les 500 000 citoyens qui ont participé et tous ceux qui viendront, par exemple, aux Journées nationales de l'agriculture. Le monde est en train de changer et la société civile qui se coordonne comme vous le faites, comme on le fait tous ensemble, a la capacité d'agir non seulement de façon complémentaire à l'action publique, mais à l'échelle du pays. C'est ce qu'on est en train de faire ensemble et c'est ce qu'on réussira ensemble. Et ça a 2 vertus, l'impact d'une part, mais ça a aussi une deuxième vertu, c'est que l'action collective crée une cohésion nouvelle dont on a tous besoin. On a besoin de se réconcilier. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Et là, je demande… On va juste faire une petite photo. Que tous les intervenants ouvrent leur caméra, qu'on ait un petit souvenir de ce temps.
qui n'est pas la scène de Léonard de Vinci, mais qui est une très belle scène. En tout cas, je vous remercie tous et puis je vous dis à très très vite. On va attendre que tout le monde soit là pour faire un petit geste. Est-ce que tout le monde est là? Enfin, il y en a qui ont dû partir. Ah non, ça continue à arriver. Alexandre? Je pense que tout le monde est là. On va pouvoir faire la photo. Attention, c'est parti. Faites votre plus beau sourire.